bonsoir et bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous de l'actualité. Je suis Fanny Weckscheider. À la une de l'information de ce mercredi 22 mars 2017. Au Nigeria, la ville de Maïdougouri est de nouveau le théâtre d'attentats meurtriers. Au moins 3 personnes ont trouvé la mort dans 3 explosions. Ce 22 mars marque la journée mondiale de l'eau, thématique de cette édition 2017, les eaux usées, une priorité sanitaire pour de nombreux pays africains. Et enfin, la capitale britannique, Londres, frappée par un attentat terroriste. Au moins 3 personnes sont mortes devant le Parlement, en plus de l'assaillant. Bonsoir à tous. Ouvrons ce journal au Nigeria où, une fois de plus, la ville de Maïdougouri est le théâtre d'attentats meurtriers. Au moins 3 personnes ont trouvé la mort dans 3 explosions survenues vers 4h30 locales ce mercredi. Une vingtaine de personnes ont également été blessées. Outre les civils, les 5 auteurs des attentats suicides sont également décédés. Ils avaient attaqué à la bombe un camp de déplacés situé près du garage de Mouna, dans la capitale de l'État de Borno, ainsi qu'un bâtiment abritant 200 autres réfugiés. Selon les Nations Unies, Maïdougouri accueille près de 800 000 personnes qui ont fui le conflit entre l'armée nigériane et le groupe islamiste Boko Haram. Le camp de Mouna en accueille des dizaines de milliers. Il avait déjà été attaqué mi-février dernier. Un mot de justice. Aux Pays-Bas, la Cour pénale internationale a prononcé ce mercredi sa première peine de prison pour subornation de témoins. Le Congolais Jean-Pierre Bemba a été condamné à 1 année de prison, en plus des 18 auxquels il avait déjà été condamné en juin dernier. L'ancien riche homme d'affaires de 54 ans avait été reconnu coupable en octobre d'avoir corrompu 14 témoins, présenté des fausses preuves et sollicité la déclaration de faux témoignages. Le procureur avait requis 8 ans de prison. M. Bemba purgera donc 19 ans de prison au total suite à son procès pour crime de guerre et crime contre l'humanité, pour lequel il avait déjà écopé de 18 ans d'emprisonnement. La condamnation concerne la vague meurtrière et les viols commis en République centrafricaine par sa milice, le mouvement de libération du Congo, entre octobre 2002 et mars 2003. Le juge Bertram Schmitt a également condamné Jean-Pierre Bemba à payer une amende de 300 000 €, un peu moins de 200 millions de francs CFA. La Chambre vous condamne, M. Bemba, à 12 mois de détention supplémentaire, soit 1 an d'emprisonnement. La Chambre estime qu'il ne serait pas approprié pour vous de servir cette condamnation en même temps que celle que vous servez déjà, les crimes étant sans lien. La Chambre décide donc que cette condamnation doit être servie après votre condamnation existante. De plus, la Chambre estime qu'une amende substantielle est nécessaire pour atteindre les objectifs d'une condamnation. En particulier, la Chambre estime qu'il est nécessaire de dissuader ce type de comportement et de dissuader la répétition de ce comportement de votre part, M. Bemba, ou de la part de toute autre personne. Reconnaissant votre culpabilité et considérant votre solvabilité, la Chambre estime que vous devez payer une amende de 300 000 €. En Côte d'Ivoire, plus de 150 migrants clandestins ivoiriens ont atterri mardi à Abidjan, en provenance de la Libye, où ils étaient bloqués. L'opération de rapatriement a été menée par l'État ivoirien et l'Agence des Nations Unies en charge des migrations. Les détails avec Valorien Nouboussi et Yannick Ngolet. C'est la deuxième évacuation réalisée par la Côte d'Ivoire. Elle avait déjà évacué 44 de ses ressortissants bloqués en Libye en 2015. Et pour cette deuxième réalisation, ils sont plus nombreux. 151 au total, des femmes souvent accompagnées de nourrissons, des enfants mais surtout de jeunes hommes qui reviennent de loin de leur rêve d'accéder à l'Europe, à la Méditerranée. Yeo Kolo est l'un des rapatriés. Il évalue à 1 200 000 francs CFA, près de 1 850 € l'argent dépensé dans sa quête de l'Occident. Ce qui est dépensé dans le transport, ça me fait 1 200 000. Ça c'est quand je calcule gros, les nombres grands. 1 200 000. Ce retour au bercail représente pour ces rapatriés un ouf de soulagement au vu des conditions dans lesquelles ils étaient retenus en Libye. On est parti là-bas, le 14 janvier, on nous a arrêtés, ils sont partis casser nos portes pour nous faire sortir, pour nous mettre en prison. Depuis le 14 janvier, c'est aujourd'hui on est sorti dans prison. On nous a envoyés ici.
Ce rapatriement, supervisé par l'État ivoirien en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations OIM, s'inscrit dans le cadre de l'évacuation sanitaire. Il y a 151 personnes qui sont revenues. C'est dans le cadre de ce que l'OIM appelle l'évacuation sanitaire, c'est-à-dire des migrants qui se retrouvent en situation d'extrême détresse, qui donc demandent à revenir vers leur pays. C'est ainsi que ce retour est facilité par l'Organisation internationale pour les migrations en rapport avec la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire qu'au total, plus de 1000 personnes sont revenues dans notre pays depuis la guerre en Centrafrique. Des sources de l'OIM, ces 151 rapatriés vont recevoir chacun des kits de survie et une enveloppe de 100 € pour leur permettre de rejoindre Abidjan, dont sont originaires la plupart de ces rapatriés. La Côte d'Ivoire est devenue l'un des pourvoyeurs de migrants malgré son taux de croissance. Selon un chiffre publié par le bureau de l'OIM à Abidjan, près de 12 000 Ivoiriens se trouvaient en 2016 en Libye, pays devenu un passage incontournable pour les migrants d'Afrique subsaharienne. Toujours d'une agence onusienne, près de 20 000 clandestins ont traversé la Méditerranée depuis le début de l'année. Et ils sont en majorité du Nigeria, d'Érythrée, mais aussi de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Sénégal et de Guinée. Et dans l'autre sens, des entrepreneurs ivoiriens sont à pied d'œuvre, eux, pour inciter les diasporas africaines à rentrer investir dans leur pays d'origine et y booster l'entrepreneuriat. Objectif, créer des emplois pour combattre le chômage qui sévit dans le pays. Par Fetajo et Didier Kindekwadio. Quelle contribution des diasporas africaines dans les secteurs de l'entrepreneuriat et de l'investissement en Afrique? Une structure ivoirienne, African Dream, a en effet décidé de travailler au retour des cadres de la diaspora en créant les conditions de leur intégration dans les secteurs publics, parapublics et privés, mais aussi et surtout par le canal de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Nos jeunes Africains, nos jeunes amis continuent de mourir dans la Méditerranée parce qu'ils pensent que l'Eldorado c'est de l'autre côté. Je l'ai dit tantôt, l'Eldorado c'est chez nous. Tout le monde le dit, dans tous les forums, dans toutes les grandes rencontres au monde, on dit que l'Afrique est le continent de l'avenir. Sauf nous, Africains, qui n'avons pas encore compris que l'Afrique est vraiment le continent de l'avenir. Tout le monde veut investir en Afrique. Tout le monde veut venir travailler en Afrique. Sauf nous, les Africains, qui pensons qu'on peut avoir quelque chose à l'extérieur. Il faut vendre le rêve africain, de sorte à ce que nos jeunes viennent exploiter nos potentialités. Il y a des événements, effectivement, qui se font, déjà. On n'a pas inventé la roue, hein. Mais je pense que plus on aura ce type d'initiative, plus la diaspora se dira « Ah, on s'intéresse à moi, on s'intéresse à nous ». Donc comment faisons-nous pour justement aller vers l'information? Nous, on veut aller vers ces jeunes, vers ces moins jeunes, vers cette diaspora qui a besoin d'information, qui a besoin d'être formée. L'équipe d'African Dream sera du 24 au 26 mars 2017 à Paris, en France, après l'annonce à Abidjan, capitale économique ivoirienne, pour son action en vue d'inciter les hommes et femmes de la diaspora africaine à accepter de revenir dans leurs pays respectifs et s'engager dans les secteurs de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Les initiateurs veulent également donner l'occasion aux étudiants en fin de cycle, souvent confrontés à des difficultés d'insertion économique et sociale dans leur pays d'accueil. Je veux dire à la diaspora qu'il y a des structures qui ont été créées pour les prendre en charge. Et les prendre en charge, ça veut dire un accompagnement. Ce n'est pas matériel pour l'instant. Donc l'État a mis quand même un dispositif qui est là, qui a accompagné, parce qu'il y a beaucoup de structures qui font des efforts justement afin que la diaspora puisse être intégrée totalement dans la vie de notre nation. Si nous voulons atteindre l'émergence, cela ne va pas se faire sans la diaspora. La diaspora sera un élément fondamental dans l'atteinte de l'émergence de notre pays. La diaspora reste un véritable vivier de professionnels et de compétences pour l'Afrique, dont la majorité des pays aspirent à l'émergence au cours des 5 ou 10 prochaines années. Restons en Côte d'Ivoire où des recommandations seront désormais adressées aux gouvernants sur les questions de corruption, d'émergence ou encore de bonne gouvernance. Les séminaires mensuels seront pour le Centre ivoirien de recherche agronomique et sociale un cadre renforcé d'échanges. Reportage. La recherche économique et sociale connaîtra une nouvelle étape en Côte d'Ivoire à partir de 2017. Le CIRES, Centre de recherche économique et sociale, crée un cadre d'échange sur les questions de recherche à travers des séminaires mensuels qui démarrent jeudi 23 mars en vue d'aboutir à des recommandations opérationnelles aux gouvernants. Les premières études menées par les chercheurs du centre concernaient le secteur agricole, notamment en raison du rôle moteur que ce secteur devait jouer dans le développement économique du pays. Au fil du temps, le centre s'est orienté vers des thématiques relatives aux questions liées à la gouvernance économique et institutionnelle, à la lutte contre la corruption, au mouvement migratoire, au développement industriel, à la sécurité
et à la consolidation de la paix, à l'insertion et à la réinsertion économique et sociale, à l'évaluation des performances des entreprises parapubliques et privées, à l'environnement, etc. La particularité de la plupart de ces études est que les résultats servent directement à la prise de décision. Organisme de recherche autonome de l'unité de formation des sciences économiques et de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny, depuis 2016, le CIRES identifie les problèmes économiques et sociaux de la Côte d'Ivoire et du monde et réalise des études économiques et sociales. En 2016, il a été classé premier think tank en Afrique francophone et 16e en Afrique subsaharienne par l'université de Pennsylvanie aux États-Unis d'Amérique. Les chercheurs du CIRES, c'est vraiment des chercheurs qui veulent aider à aller au mieux-être, qui veulent aider à mieux orienter les politiques. Et si nous relevons un certain nombre d'imperfections, ce n'est pas dans l'optique d'incriminer, c'est de mieux poser le diagnostic pour mieux faire des recommandations de politique. La Côte d'Ivoire, engagée sur la voie de l'émergence, selon ses dirigeants, devra ainsi s'appuyer sur les résultats des études, enquêtes et recherches proposées par ces différents centres spécialisés. Au sud du continent, 3 personnes ont été arrêtées dans le bidonville de Mamelodi, près de Pretoria, dans le cadre d'un cambriolage samedi des bureaux du juge Mogeng Mogeng. L'affaire avait lancé une vive controverse. Des malfaiteurs avaient volé 15 ordinateurs dans les locaux du président de la Cour constitutionnelle. Le matériel contenait, selon les autorités, des informations sensibles sur 250 magistrats sud-africains. Le vol avait été jugé suspect car il intervenait 2 jours après un arrêt très critique de la Cour. Il accusait le gouvernement d'incompétence dans la crise du paiement d'allocations sociales. Pour les 2 principaux partis d'opposition du pays, le FF et la DA, le gouvernement du Congrès national africain est responsable du cambriolage. Le ministre de la Sécurité David Malobo est particulièrement soupçonné. Les 3 suspects interpellés ont été présentés ce mercredi devant un juge. D'autres arrestations sont attendues, selon le chef de la police, qui a ajouté que l'équipement informatique dérobé n'avait pas encore été retrouvé. Au cours de la perquisition, 3 hommes ont été arrêtés en lien avec le cambriolage du bureau du premier juge du pays, afin de permettre une enquête plus approfondie sur la question. Divers objets, y compris des armes à feu non autorisées et de faux documents d'identité, ont été saisis pendant les opérations. Nous sommes également heureux de signaler qu'un véhicule qui a été utilisé lors de la fuite au moment du crime a été saisi par nos équipes. De plus, l'interrogatoire des personnes arrêtées a révélé l'identité d'une personne ayant des informations essentielles nécessaires à la résolution du crime et à la récupération de l'équipement informatique volé. Le service de police sud-africain invite M. Nkosinati Msimango, qui se trouvait à proximité de Mamelodi le jour de l'arrestation et qui a des informations précieuses sur ce crime, à contacter l'enquêteur ou à se rendre au poste de police le plus proche pour nous aider. Il y a 15 ordinateurs qui ont été volés et c'est à nous de travailler dur pour nous assurer qu'ils seront récupérés. Quant aux informations détaillées stockées sur ces ordinateurs, ce n'est pas à moi d'en parler. Au Zimbabwe voisin, les partis d'opposition ont été mobilisés ce mercredi contre le processus d'inscription sur les listes électorales. Réunis sous la bannière du Programme national de réforme électorale, les manifestants faisaient campagne contre une décision du gouvernement de fournir lui-même le matériel d'enregistrement biométrique pour les prochains scrutins. La présidentielle et les élections parlementaires devraient être organisées d'ici juillet 2018. Pour les protestataires, ce n'est pas à la commission électorale zimbabwéenne de gérer les listes électorales, mais aux Nations Unies. Le mouvement estime que la ZEC est favorable à Robert Mugabe et pourrait falsifier les résultats. Le chef de l'État actuel a d'ores et déjà annoncé qu'il serait candidat pour un éventuel 7e mandat présidentiel. Toujours dans le pays, le gouvernement a appelé la communauté internationale à l'aide ce mercredi. 200 millions de dollars, soit plus de 120 milliards de francs CFA, seraient nécessaires pour aider les populations touchées par les inondations qui s'abattent sur le sud du pays depuis le mois dernier. Le président Robert Mugabe avait déclaré l'état de catastrophe naturelle. La rencontre pourrait surprendre. La candidate d'extrême droite à la présidentielle en France était mardi en visite au Tchad. Marine Le Pen s'est entretenue avec le président Idriss Déby Itno. Au programme des discussions, le fondamentalisme islamique et la situation en Libye.
Madame Le Pen devrait rencontrer ce mercredi les militaires français de l'opération Barkhane qui luttent contre les groupes djihadistes dans le Sahel. L'état-major de la force est installé à N'Djamena. Évidemment, de la situation du terrorisme qui est un drame pour les pays qui en sont victimes, dont la France, il faut bien le dire. Nous avons bien entendu discuté de la coopération entre le Tchad et la France dans la lutte contre ce terrorisme, la manière dont on doit envisager l'avenir, peut-être avec notamment le G5 Sahel. Monsieur le Président et moi-même avions la même analyse. Au moment de l'intervention française, nous pensions qu'il s'agissait là d'une très grave erreur qui allait avoir des conséquences lourdes. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc nous avions été, lui en Afrique et moi en Europe, peut-être les plus lucides sur cette situation. Nous avons envisagé de nous revoir. Je souhaite que ce soit dans le cadre d'une visite officielle où peut-être j'inviterai le président Déby à l'Élysée. Ce serait un grand honneur pour moi. Le président du Burkina Faso était lui en visite officielle en Allemagne mardi. Au programme des échanges entre Roch Marc Christian Kaboré et la chancelière Angela Merkel, économie, migration et sécurité. Madame Merkel a évoqué la possibilité pour l'Allemagne d'aider le Burkina Faso à développer la production d'électricité. Elle a aussi insisté sur la nécessité de développer la formation professionnelle dans le pays. Pour la chancelière, le développement économique est le moyen le plus important pour lutter contre les migrations clandestines. Le Burkina Faso et l'Allemagne souhaitent par ailleurs mettre en place un programme de rapatriement des ressortissants burkinabés déboutés du droit d'asile et qui attendent leur expulsion en Allemagne. Monsieur Kaboré a quant à lui plaidé en faveur du développement de programmes humanitaires dans son pays pour lutter contre le terrorisme. Au-delà de l'aspect militaire en tant que tel au niveau du Sahel, il a été question aussi de voir comment nous pouvons développer des programmes également dans ces régions pour favoriser effectivement le vivre ensemble au Burkina Faso et pour faire en sorte également que les personnes qui vivent dans ces zones qui sont difficiles se sentent concernées également par le développement. Parce qu'il faut allier, comme je dis, la lutte contre le terrorisme et la lutte également pour l'amélioration du cadre d'existence des populations dans ces régions-là. Ce 22 mars marque la journée mondiale de l'eau. En Afrique du Sud, un sommet de l'ONU a été ouvert à Durban à cette occasion, en présence notamment du président Jacob Zuma. Chaque année, l'événement recherche à attirer l'attention sur l'importance de l'accès à l'eau potable. C'est aussi l'occasion d'appeler à une gestion durable des ressources d'eau. Le thème de cette nouvelle édition de la Journée mondiale de l'eau concerne les eaux usées. En Afrique, les populations du Soudan du Sud, de la Somalie ou encore du nord du Nigeria sont poussées à fuir leur village à cause de la sécheresse. L'UNICEF tire également la sonnette d'alarme. Au Soudan du Sud, par exemple, ce sont plus de 5 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Une situation qui s'ajoute à la famine qui frappe déjà le pays. Dans un rapport publié ce mercredi, l'Organisation onusienne pour l'enfance projette par ailleurs que près d'1 enfant sur 4 dans le monde vivra dans des régions où les ressources en eau seront rares d'ici à 2040. Cela concerne environ 600 millions d'enfants. Nous ne pouvons pas manger le matin car c'est l'heure où nous allons chercher de l'eau. Notre seul repas, c'est celui du soir. J'ai peur quand je vais dans le bush car il y a des animaux sauvages et je pourrais en rencontrer un. Je me sens bien quand on a de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, je ne me sens pas très bien car je ne peux pas me laver. Nous avons 1,1 million d'enfants qui sont sous-alimentés, parmi lesquels 270 000 sont sévèrement sous-alimentés. La sous-alimentation englobe plusieurs facteurs, y compris l'accès à l'eau potable. Environ 5 millions de personnes dans le pays n'ont pas accès à l'eau potable. Pourquoi l'eau potable est si important à l'alimentation ? Eh bien parce que si vous n'avez pas d'eau potable, vous êtes en proie aux maladies transmises par l'eau ou à la diarrhée. Une simple diarrhée peut engendrer une sous-alimentation en l'espace de quelques jours. Et si cette sous-alimentation est sévère, l'enfant peut en mourir. Autre chiffre marquant du document publié par l'UNICEF ce mercredi, plus de 36 pays font face actuellement à des difficultés d'approvisionnement en eau et plus de 800 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de diarrhée. Des complications graves provoquées par un mauvais environnement sanitaire et un accès insuffisant à l'eau potable. Dans l'océan Indien, Madagascar est l'un des pays les moins bien lotis du monde en termes de distribution d'eau.
L'organisation non gouvernementale WaterAid place la grande île aux côtés du Mozambique ou hors du continent africain de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en bas du tableau. Pour les porteurs d'eau de la capitale malgache Antananarive, distribuer de l'eau est devenu une galère quotidienne, aggravée par la sécheresse et le changement climatique. Actuellement, la conséquence elle est désastreuse pour le pays parce que nous perdons chaque année à peu près 14 000 enfants à cause de la diarrhée pour ce pays. Mais il y a aussi d'autres maladies qui sont causées par le manque d'eau potable et d'assainissement pour le pays, telles que les maladies épidermiques et les maladies qui viennent des vers, etc., etc. L'eau, c'est la vie. On en a besoin pour nettoyer, cuisiner. Les gens en ont besoin tous les jours. S'il n'y en a pas d'eau, les gens souffrent. Tout le peuple souffre. L'eau est coupée. Je ne peux pas livrer aux gens. Les patrons m'appellent pour avoir de l'eau, mais il n'y en a pas. Je n'ai pu livrer que 2 bidons, pourtant je me suis levée à 5 heures du matin. L'eau est vraiment un problème ici, car seulement 10% des foyers ont l'eau courante. Notre problème, c'est qu'il n'y a pas assez de bonnes fontaines et nous sommes trop nombreux. Alors il y a toujours la queue. À l'international, une attaque devant le Parlement britannique a fait au moins 3 morts dans l'après-midi. Plusieurs blessés graves, dont des lycéens français, sont également à déplorer après ce que les autorités qualifient d'actes terroristes. Un homme a lancé sa voiture sur la foule rassemblée devant le Parlement à Londres avant de poignarder un policier et d'être blessé mortellement par des tirs de la police. Une femme est également décédée et le policier blessé a succombé à ses blessures. Des témoins rapportent que l'assaillant a d'abord renversé plusieurs piétons sur le pont de Westminster avant d'atteindre le Parlement et Big Ben. L'attaque, dont le mode opératoire rappelle celle de Nice en France ou de Berlin en Allemagne, est survenue alors que la Belgique commémorait les attentats qui avaient fait 32 morts à Bruxelles il y a tout juste un an, le 22 mars 2016. Je marchais vers la gare et il y a eu un grand bruit. Et un gars, quelqu'un en voiture, nous a foncé dessus et a écrasé des piétons qui se sont retrouvés au sol. Tout le monde a tenté ensuite de s'enfuir vers les barrières en face de Big Ben. Et un homme est passé à côté de moi avec un grand couteau et a commencé à poignarder un policier. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir. Et si les relations diplomatiques se faisaient en dansant ? C'est en tout cas ce que pense une troupe de danseurs diplomates venus des États-Unis et qui sont en Éthiopie. Dans la capitale Addis Abeba, ces New-Yorkais présenteront un projet au début du mois. Son but, renforcer les liens diplomatiques entre les deux pays. La compagnie Kegwin & Company répète actuellement au Théâtre National d'Addis Abeba avec des danseurs éthiopiens. Ce qui nous lie avec les danseurs éthiopiens est le rythme. Le rythme a une place importante, non seulement dans la musique, mais aussi par rapport au corps, aux pieds et à la tête en particulier. Avec la danse contemporaine aux États-Unis, cela peut être très abstrait dans le sens que ça n'a aucun lien avec le rythme. Cela peut aussi ressembler aux histoires des danses traditionnelles éthiopiennes. Le langage universel de la danse est fort. Même si nous n'avons pas toujours l'impression, cela parle à beaucoup de gens parce que dans beaucoup de traditions dans de nombreux pays, la danse est présente. Donc c'est intéressant de réunir différentes cultures et traditions. C'est ce que nous faisons ici, nous prenons nos bases, il est l'heure et nous créons quelque chose ensemble. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres développés ce soir. Au Nigeria, la ville de Maïdougouri est de nouveau le théâtre d'attentats meurtriers. Au moins 3 personnes ont trouvé la mort dans 3 explosions. Ce 22 mars marque la journée mondiale de l'eau. Thématique de cette édition 2017, les eaux usées, une priorité sanitaire pour de nombreux pays africains. Et enfin, la capitale britannique, Londres, frappée par un attentat terroriste. Au moins 3 personnes sont mortes devant le Parlement, en plus de l'assaillant. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous jeudi pour un nouveau Vox News. Bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine.